C'est parfait. Donc, ce que je propose aujourd'hui, c'est qu'on 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 revoie la définition de l'entretien motivationnel et puis qu'on regarde ensemble quels sont les contextes d'utilisation de la balance décisionnelle. Donc, comme d'habitude, on a une petite question Slido. Donc, je vous invite à prendre votre téléphone pour répondre aux 2 questions suivantes. Donc, on voit que plus de 80 utilisent la balance décisionnelle. Est-ce que tu peux, passer à l'autre question? Merci. Donc, dans quel contexte utilisez-vous la balance décisionnelle pour ceux qui l'utilisent? Donc, on peut voir que la majorité des personnes utilisent la balance décisionnelle dans un contexte d'ambivalence. Jane, tu peux changer. Donc, j'aimerais commencer par revenir sur un historique, un peu de la définition de l'EM. Donc, on sait que les personnes qui ont, créé l'EM, si on veut, c'est, Miller et Rolnick. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont entourés d'une communauté de chercheurs, de cliniciens, de professeurs et qui continuent à réfléchir sur l'EM. Ils continuent à réfléchir, qu'est-ce qui fait que l'EM est efficace et pourquoi c'est si populaire? Dans le sens que ça a été vraiment traduit dans différentes langues et c'est utilisé dans différents pays et dans différents contextes. Donc, en 91, le premier titre de leur livre était Préparer les gens au changement de comportement addictif. En 2002, ils ont continué à dire préparer les gens au changement, mais là, ils ont enlevé la notion de comportement addictif. Ils ont parlé de plus des habitudes de vie, d'une certaine façon. Puis après ça, en 2013, ils ont parlé de aider les gens à changer. Et changement très, très, très important, en 2023, ils ont parlé de aider les gens à changer et grandir et croître. Et c'est une modification qui est très importante. Tu peux changer, s'il te plaît, Jane? Donc, si on regarde la définition, l'entretien motivationnel est une manière particulière de converser avec la personne sur le changement et la croissance, de façon à renforcer la motivation, le changement et son engagement. Donc, nous, notre objectif en tant qu'intervenant en EM, c'est de faire évoquer la personne. Donc, de faire évoquer parce que tout doit venir d'elle. Donc, quand on donne des recommandations ou quand on dit quoi faire à l'autre, il y a moins de chances que ça fonctionne que plutôt quand ça vient de la personne. Et ce qu'on essaie de faire évoquer, c'est évoquer la vie non pas comme la personne est présentement et puis comment elle était avant, mais surtout comment la vie devrait être en fonction de qui elle est. Donc, qui es-tu pour devenir ton potentiel? Tu peux changer, s'il te plaît? Donc, comme je disais, c'est on essaye de faire évoquer le changement, mais le changement vers la croissance, vers le mouvement vers l'avant, vers l'actualisation de soi. Donc, on essaye de faire évoquer tout ce qui lui permet de découvrir qui elle est profondément, de s'accepter, d'être qui elle est, de reprendre du pouvoir sur sa vie et de vivre et faire des choix quotidiens en fonction de ce qui lui importe le plus. Donc, c'est d'aider la personne à être intègre et authentique. J'aime beaucoup la comparaison à
Je ne sais pas si vous avez le pouce vert, mais quand on a une graine, par exemple, de chêne, puis qu'on la Oui, met dans la bonjour. En fait, terre, c'est le docteur Damien Plante. Je suis le médecin en médecine de toxicomanie. merci. Donc, quand on a une graine de chêne, puis qu'on la met dans la terre, bien, on va s'attendre à ce que cette graine-là se transforme en chêne. On ne s'attend pas à ce qu'elle se transforme en érable, par exemple. Donc, c'est vraiment ça. Qui elle est, qui est la personne qu'on a devant nous, puis comment l'aider à devenir qui elle doit être. Tu peux changer. Donc, Miller et Rolnick n'ont rien inventé. Galilée le disait déjà à l'époque, on ne peut rien apprendre aux gens, on peut seulement les aider à découvrir qu'ils possèdent déjà en eux tout ce qui est à apprendre. Tu peux changer. Alors, on peut le concevoir aussi comme l'ambivalence. OK? Donc, les gens qui viennent dans nos bureaux, qu'on voit, ou quand on va chez eux, quand ils sont hospitalisés, c'est qu'en général, ils ont des comportements, ils ont des propos, ils ont une attitude, ils ont une façon de faire, une façon d'être qui les maintient dans une espèce de marasme, dans une espèce de marécage, ce qu'on appelle aussi un statu quo, qui fait en sorte qu'ils ne bougent pas. Ils ne peuvent pas s'actualiser. Donc, quand on parle d'ambivalence, il y a une partie d'eux qui a envie de changer, mais la partie qui n'a pas envie de changer, elle est beaucoup plus forte. Donc, les reconnaissances des avantages si on fait le lien avec la consommation, les avantages de la consommation sont bien plus grands que les avantages du changement. La croyance en, de toute façon, moi, je ne suis pas capable de changer aussi très forte, puis le changement aussi n'est pas important. Tu peux changer. Donc, nous, notre rôle en EM, c'est de faire basculer la balance, OK? Puis que justement, les avantages du changement sont beaucoup plus importants et le négatif au maintien aussi devient plus important. Donc, c'est ça notre rôle quand on veut faire de l'EM. Tu peux changer. Alors, juste pour vous donner un exemple, quand je vous disais qu'il y avait de l'ambivalence, il y a une partie de la personne qui veut changer, puis une partie qui ne veut pas changer. Donc, ce qu'on appelle le discours de maintien, puis le discours de changement. Donc, quand on est dans le discours de maintien, ben ça, j'aime vraiment ça fumer. Je pense, je suis pas capable. De toute façon, l'envie, le craving est tellement fort. Puis en plus, c'est ma seule façon de relaxer, c'est ma façon de gérer mes émotions. Tu sais, le cannabis, bon, c'est vraiment important pour moi. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle du discours de maintien. Puis à l'inverse, le discours de changement, c'est j'aimerais ça arrêter de fumer. J'y déjà arrivé. Tu sais, je me semble que j'ai déjà été, quand j'étais enceinte, ben, j'ai été capable d'arrêter. Quand j'avais eu mon emploi, à mon année, je consommais moins. Puis je cherche des façons à relaxer. Donc, je cherche des façons à relaxer. C'est différent que le cannabis m'aide à relaxer. J'ai envie d'être libre. Donc, ça, c'est vraiment on voit que la personne, elle dit, j'ai envie d'être libre. C'est ça qui est important pour moi. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle du discours de changement. C'est correct, tu peux changer. Donc, en EM, ce qu'on nous invite à faire, c'est de s'intéresser à par quoi cette personne serait-elle motivée, parce qu'on veut l'amener vers l'avant, et non pas sur pourquoi cette personne n'est pas motivée. Puis on a un réflexe en tant qu'intervenant d'aller toujours gratter les pourquoi, pourquoi, pourquoi. Pourquoi tu ne bouges pas? Pourquoi tu n'es pas motivé? Pourquoi tu continues à consommer? Qu'est-ce qui fait que tu consommes? Plutôt que qu'est-ce qui ferait que cette personne, elle pourrait bouger puis elle aurait envie de faire des efforts? Tu peux changer. Tu peux appuyer. Donc, là, on commence à voir un peu le tableau de la balance décisionnelle, mais quand on rencontre quelqu'un dans nos bureaux, nous, en tant qu'intervenants, on voit les inconvénients du statu quo, puis on voit les avantages du changement, puis la personne, elle, c'est l'inverse. Elle voit les avantages du statu quo, puis elle voit les inconvénients du changement. Alors, comment est-ce qu'on peut se connecter puis être sur le même terrain? Ce qui n'est pas facile. Donc, nous, on essaye, en tant qu'intervenant, on veut aider la personne à avoir un peu la même vision que nous. Mais c'est très délicat parce que si on fait trop de pression, ben, la personne, elle va se consolider dans non, 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 moi, c'est pas vrai que j'ai besoin de changer. Non, 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 j'en ai des avantages. Donc, c'est très délicat, justement, cette posture d'aider la personne à voir l'autre côté. Tu peux changer? Alors, si on vient à la balance décisionnelle, les premiers qui en ont vraiment parlé, c'est Janice Eman en 1977 avec leur livre Decision Making. Alors, à l'époque, la balance décisionnelle était utilisée pour prendre des décisions cruciales ou des décisions difficiles, comme par exemple
Est-ce que je vais avoir des enfants, oui ou non? Donc, c'est quoi les avantages, les inconvénients? Est-ce que je vais déménager dans un autre pays? Est-ce que je devrais changer d'emploi? Est-ce que je devrais donner un don d'organes? Donc, dans ce cadre-là, avec l'intervenant, on va regarder de façon égale et systématique les avantages et inconvénients du statu quo, donc du non-changement, et les avantages et inconvénients du changement. OK? Tous les arguments ont le même poids, puis on explore le tout pour que la personne puisse prendre une décision éclairée au moment où elle fait l'exercice de réflexion. Donc, on est vraiment très neutre, puis on n'a aucune directivité. Puis ce type de réflexion-là, ça évite les regrets post-décision, puis ça amène la personne à être plus en paix avec la décision qu'elle va prendre. Tu peux changer? Donc, là, dans ce cadre-là, quand on fait la balance décisionnelle, la personne et l'intervenant, on est sur le même pied d'égalité, on explore le tout. Okay? On n'essaie pas de faire évoluer la personne d'une direction à une autre. On essaye de juste regarde c'est quoi, puis prends une décision en fonction de tout ce que tu viens de nommer. Tu peux avancer, s'il te plaît. Donc, suite à ça, Miller-Rollnick, eux, ont poursuivi un peu les traces de Janice Eman et ont dit qu'on devrait utiliser la balance décisionnelle pour explorer les aspects positifs et négatifs du changement et explorer l'ambivalence. Donc, c'est dans ce contexte-là que dans le réseau québécois de la santé et des services sociaux, la balance décisionnelle a été beaucoup publicisée puis beaucoup renforcée comme, pour être utilisée. Par contre, dans les début des années 2000 et les années 2010, il y a eu beaucoup de revues des études qu'ils ont faites. Et comme je vous disais, les gens, la communauté continue à y réfléchir, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, qu'est-ce qui fait que c'est efficace. Et là, ils ont porté une attention particulière sur le discours de changement. Il y a eu beaucoup d'études où on a comparé, par exemple, des gens qui étaient dans un groupe contrôle où ils recevaient des interventions style EM, puis par exemple, le groupe intervention recevait style EM plus la balance décisionnelle. Et ils se rendaient compte que les gens qui avaient reçu EM plus balance décisionnelle se dirigeaient moins vers le changement. Les travaux de Paul Haim, je ne sais pas comment on prononce, qui est un psycholinguiste, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a analysé des verbatims de clients et il s'est rendu compte que plus l'intervenant avait des propos de discours de maintien, donc j'aime le cannabis, ça me relaxe, je ne suis pas capable, il y a beaucoup d'obstacles. Plus il y a des discours de maintien, moins la personne va aller se diriger vers le changement. Et à l'inverse, plus la personne euh, a du discours de changement dans les entretiens avec les intervenants, plus elle va aller vers le changement. Donc, à partir de ce moment-là, donc à partir de 2013, la balance décisionnelle n'a plus été enseignée en entretien motivationnel comme un exercice favorisant le changement pour explorer l'ambivalence. Donc, c'est vraiment là, comme ça a été déconseillé parce que dans la balance décisionnelle, on fait parler des avantages de la conso ou de d'autres comportements, donc on maintient le statu quo. Tu peux changer. Alors, ce que Miller-Rollnick ont proposé, ils sont revenus à la base, donc ce que Janice Eman proposait, c'est que oui, on peut faire la balance décisionnelle quand la personne veut prendre une décision éclairée. OK? Quand l'intervenant est neutre, par eux, ce qu'ils appellent l'équipoise. Donc, quand vraiment il y a une question de prendre une décision, choix d'études, choix de traitement face à un cancer, est-ce que je vais adopter ou pas, est-ce que je vais faire un don d'organes, est-ce que, comme je vous disais, je veux le faire avorter ou pas. Euh, Vraiment dans l'objectif de favoriser une prise de décision éclairée. Mais la question, c'est comment sait-on si l'on doit rester neutre ou pas? Donc, beaucoup se posaient la question, c'est quoi la mission de notre organisme? Si par exemple, moi je travaille dans un CRD, ben, c'est sûr que moi, ma mission, c'est de faire réfléchir la personne sur la place de la consommation dans sa vie. Donc, je ne suis pas neutre. Je veux aider la personne à bouger. Oui, en EM, on respecte l'autonomie, quoi que ce soit, mais on sait qu'on veut faire bouger la personne dans une direction. Donc, on n'est pas neutre. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser la balance décisionnelle. Donc, l'autre aspect qui peut nous aider, c'est justement est-ce que c'est un choix personnel. Si la personne elle veut décider si elle veut se faire avorter ou pas,
même si moi, je souhaiterais que la personne prenne la décision qu'elle se fasse avorter parce que je sais qu'elle n'est pas dans une situation stable et elle n'est pas capable de s'occuper d'elle-même, je ne peux pas l'aider à prendre cette décision-là, je ne peux pas l'influencer, je ne peux pas l'essayer de la faire changer, lui faire avoir plus de discours de changement parce que c'est une décision qui est tellement personnelle et c'est tellement en fonction des valeurs de la personne. Tu peux changer. Un autre moment où on pourrait utiliser la balance décisionnelle, mais ce n'est pas nécessairement la seule façon, mais c'est quand la personne elle a déjà commencé à changer. Elle est déjà dans le stade de préparation et de l'action. Elle a commencé à faire des petits pas vers le changement. Puis la balance décisionnelle fait office de rappel des raisons du changement. Hey, tu te rappelles, là, tu sais, quand tu étais ambivalente, là, tu te posais des questions par rapport à ta conso ou par rapport à, je sais pas moi, prendre ta médication ou pas. Puis rappelle-toi comme pour quelle raison tu voulais faire ça. Rappelle-toi. Donc, c'est vraiment plus fait office de rappel des raisons du changement, mais une fois que la personne, elle a résolu son ambivalence, puis elle se dit, oui, il faut que ça change, il faut que ma vie change. Tu peux changer? Alors, ça m'amène à- à- à vous poser la question, parce que lors des séances qu'on a ensemble à ECHO, souvent, on pose la question, est-ce bon, en fait, pas on se pose la question, mais une des recommandations qui est nommée, c'est on devrait explorer la fonction de la consommation. Puis moi, en tant que, si je mets mon chapeau de EM, je me dis, est-ce que ce ne serait pas une façon déguisée d'approfondir le discours de maintien? C'est quand on demande à la personne, c'est quoi la fonction de la consommation? Mais les réponses qu'on va aller chercher, c'est, ben, le cannabis, ça m'aide à me relaxer. Ça m'aide à oublier la vie. Donc, j'ai l'impression que c'est une façon de parler des avantages de la consommation. Donc, moi, je me pose la question si, en approfondissant ce qui est important pour la personne, ses valeurs, ce qu'elle veut devenir, donc en approfondissant son potentiel, l'espoir, ça ne pourrait pas remplacer l'exploration de la fonction de la consommation. Tu peux changer? Donc, je vous donne des exemples de questions. Qu'est-ce qui vous fait le plus souffrir actuellement? Qu'avez-vous besoin pour aller mieux, pour être plus satisfait dans la vie? Nommez-moi les 3 choses les plus importantes dans votre vie. Donc, des réponses comme je me sens seule, j'aimerais avoir des amis, j'aimerais me trouver un emploi, la liberté est importante pour moi. Défocus de la consommation ou du comportement problématique et on se centre plus sur sur ce qu'on voudrait qu'elle développe, puis sur sa motivation, et c'est plus du discours de changement. Donc, je vous pose la question, je n'ai pas la réponse. Tu peux changer. Alors, les messages clés d'aujourd'hui, c'est que la probabilité que la personne évoque le changement et change est directement influencée par ce que vous allez lui demander, affirmer, refléter et inclure dans vos résumés. Donc, tout ce que vous allez, tous les mots qui vont sortir de votre bouche, qui vont faire évoquer la personne, c'est ça qui est important. Alors, dans ce contexte-là, la balance décisionnelle n'est pas recommandée lorsqu'intervenant souhaite aider la personne à résoudre son ambivalence et à favoriser un changement de comportement. La balance décisionnelle peut être utile lorsque l'intervenant souhaite garder une position de neutralité et aider la personne à prendre une décision. Donc, ça, c'était les réponses de tout à l'heure. Donc, comme je le disais, ben, effectivement, c'est l'inverse. Là, on devrait utiliser la balance décisionnelle lorsque la personne souhaite prendre une décision. Voici quelques références. Et puis, ben là, je vous invite à réagir parce que peut-être que je vous ai bousculé dans ces nouvelles connaissances ou alors vous le saviez déjà. Merci beaucoup pour votre écoute. Et si vous avez, on a le temps pour 1 ou 2 questions si vous avez des commentaires ou des questions. Merci.